Bonjour tout le monde, merci infiniment d'être là. Je vais tout de suite lancer un enregistrement pour ce séminaire. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, voilà, cachez votre caméra. Ça vaut pour tout le monde, sauf pour nos intervenants qui, eux, vont être obligés d'apparaître. Je suis navrée. Mais voilà, donc je vous préviens que je lance l'enregistrement pour tout le monde. Recording in progress. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être virtuellement parmi nous pour ce séminaire médiévalisme en série. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses pour ce lancement. Médiévalisme en série, c'est un séminaire que nous voulions lancer avec Florian Besson parce que tout simplement nous travaillons tous les deux et sur les séries. Donc, ça permet de rejoindre plusieurs de nos centres d'intérêt. On a vu cette année tout particulièrement que les productions, mais on pourrait dire les super productions, quand on voit les milliards de dollars dépensés dans certaines séries. Donc les super productions de séries qui réinventent le Moyen-Âge se multiplient depuis quelques années. Le succès de Game of Thrones, je pense, n'est pas pour rien. On voit également en parallèle que les travaux universitaires sur cette question du médiévalisme dans les séries proposent d'établir un premier bilan de ce sujet par Anne Besson, William Blanc et Vincent Ferré, paru aux éditions Vendémiaire là, il y a 2 mois, quelque chose comme ça, et que je vous recommande fortement. Et on aura aussi la parution en début d'année prochaine des actes d'un colloque qui avait eu lieu sur les médiévistes face au médiévalisme, dirigé par Martin Aurel, Lucie Malbos et un certain Florian Besson et une certaine Justine Breton. Voilà, toujours dans les bons coups, forcément. Donc, ce sont des sujets qui sont quand même très dynamiques en ce moment à la fois dans la sphère populaire et dans la sphère universitaire. Et donc, nous avons souhaité, avec mon collègue Florian, organiser un séminaire consacré justement à la représentation du Moyen-Âge dans les séries. Séminaire que nous avons aussi voulu en ligne pour des raisons pratiques, tout simplement, et aussi un samedi d'ailleurs, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Le but étant de faire communiquer la recherche universitaire et les spécialistes et les fans de ces séries, dont les approches peuvent souvent se révéler non seulement complémentaires, mais je pense mutuellement enrichissantes. Donc, chaque session abordera une ou plusieurs séries, principalement ce qu'on appelle ultra contemporaines, vraiment très, très récentes, mettant en scène certaines facettes de la période médiévale. C'est surtout ce qui va nous intéresser, certaines facettes de l'histoire de façon plus générale. Et donc, on s'intéressera aux articulations entre histoire, littérature et imaginaire dans ces productions sérielles à destination du grand public. Pour cette première session, nous avons choisi de nous intéresser aux imaginaires historiques dans House of the Dragon, la série de HBO spin-off préquel de Game of Thrones, qui a débuté le 22 août dernier sur les écrans du monde entier. Et comme Game of Thrones en piratage un petit peu partout également. Et pour cette première session, nous avons la chance d'avoir la participation de personnes particulièrement dynamiques et de représentants de 4 groupes très actifs sur le Moyen-Âge, sur le médiévalisme, la fantaisie et sur l'histoire en général. Donc, je remercie vivement tous nos intervenants, puisqu'on va avoir des représentants des groupes Modernité médiévale, Actuel Moyen-Âge, La Garde de nuit et les Geekstoriens. Voilà, tout ce beau monde de l'histoire et de la vulgarisation historique, plus un petit invité, parce que Soline a bien changé sur la vidéo. Oui, c'est pour la remplacer le temps qu'elle. Très bien, on y voit que du feu. J'ai mis son sosie. Exactement. Donc voilà, je vous invite également à aller voir tout ce que font ces différents groupes sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, tant que Twitter existe, puisqu'on a des groupes quand même qui sont là très, très actifs, très dynamiques. J'ai mis un Exactement. Donc, parce qu'on trouvait qu'il était important pour cette première session de médiévalisme en série de donner la parole aux historiens, aux historiennes, aux chercheurs et aux chercheuses qui sont au plus près de l'actualité de ces productions et de la réception des séries.
Sans plus attendre, je vais tout de suite présenter notre première communication de la matinée, puisque j'ai déjà beaucoup trop parlé. Nous avons choisi un ordre chronologique pour cette première session, de façon très traditionnelle et très ennuyeuse, en fait, je me rends compte. Mais voilà, commençons dans l'ordre chronologique, puisqu'on partira de l'Antiquité pour aller jusqu'à la période moderne, pour voir comment House of the Dragon puise dans ces différents imaginaires, même si nous allons voir, les glissements d'une époque à l'autre sont finalement très fréquents. Et on voit bien que House of the Dragon se joue en fait allègrement de notre découpage de l'histoire en tranches. Et après tout, je pense que la série a bien raison. Donc pour cette première communication, nous allons écouter, je suis ravie d'accueillir Aurélie Paty pour son intervention. Aurélie qui est doctorante en histoire de la Mésopotamie antique à Paris 1 et enseignante en histoire-géographie dans le secondaire, et notamment co-autrice d'un volume qui s'appelle « Les mystères du trône de fer 2 » qu'elle avait coécrit avec Thierry Soulard. Elle représente également un groupe particulièrement dynamique qui s'appelle la Garde de Nuit, qui est un site internet et une association francophone autour du trône de fer de George Martin et autour de son univers et de toutes ses adaptations, parce qu'on a quand même un certain nombre en préparation actuellement, dont bien sûr Game of Thrones et House of the Dragon. Alors le site, Aurélie, tu me coupes si je dis des bêtises, mais le site existe depuis 2005, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et il est composé d'un forum pour discuter, pour décortiquer les différentes facettes de l'œuvre. Le groupe a notamment entamé une relecture de toute la saga, chapitre par chapitre, depuis 2 ans, je crois maintenant. Depuis 2020, oui. Voilà, donc le confinement a été bien occupé par ces relectures. Donc, vous pouvez resuivre le trône de fer chapitre par chapitre. Vous trouverez aussi sur le site de la Garde de Nuit une encyclopédie sur le modèle de Wikipédia qui rassemble et qui synthétise toutes les connaissances sur l'univers. Et croyez-moi, il y en a quand même pas mal. Je crois qu'on a dépassé les 8000 articles sur le Wikipédia, mais j'ai bien fait mes recherches. Et vous trouverez également, pour la Garde de Nuit, un blog pour tout ce qui est lié à l'actualité, à la vulgarisation et de façon générale à l'analyse et à la critique de l'œuvre de George Martin. C'est pas mal déjà. C'est parfait, j'ai rien à redire. Mais tu m'avais bien briefé. C'est bien. Et pour cette première communication, donc, Aurélie Paty va nous parler d'un sujet qu'elle a intitulé « Âge d'or et décadence, la tragédie de la Maison du Dragon ». Je te laisse tout de suite la parole. Eh bien, merci. Alors, merci pour cette invitation, pour cette super présentation sur laquelle j'ai vraiment rien à rajouter. Donc, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec effectivement cette communication sur l'Antiquité. Alors, on va poser les choses directement. House of the Dragon, comme sa prédécesseuse, reste une série qui est médiévaliste, à n'en pas douter. On a vraiment tous les marqueurs. Et pourtant, l'Antiquité, c'était aussi le cas dans Game of Thrones, mais on va voir que c'est un petit peu différent ici. L'Antiquité n'est pas absente. On le voit déjà, alors vous voyez déjà avec ce concept art de la lice de tournoi, de liste de joutes du premier épisode, qui clairement est un colisée. Pense à partager ton écran. Ah oui, pardon. ce qui nous Effectivement, oui, voilà, c'est de moi. Voilà. C'est bon ? Super. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Donc, effectivement, cette liste que vous voyez, la mieux, on est d'accord, qui évoque clairement le Colisée. On avait aussi pu voir certains motifs. Alors, je vais y arriver. Eh bien, donc. Voilà, certains motifs, antiquisants dans la promotion avec cette affiche de Rhaenyra qui clairement reprenait celle de La Passion du Christ de Mel Gibson et toute la symbolique qu'on peut avoir derrière. On voit déjà directement que c'est une antiquité qui se fait au prisme des fictions contemporaines. Alors, le motif antiquisant était présent dans Game of Thrones, mais plutôt à Essos, assez peu à Westeros et assez peu notamment à Port-Réal. Il l'est beaucoup plus dans House of the Dragon, qui se situe, qui
a lieu 170 ans avant les événements de Game of Thrones, et on verra justement dans quelle mesure ces motifs existent, où est-ce qu'ils sont placés, quelle est leur importance. Et on a aussi une série qui va nous parler de complots, d'intrigues, d'une guerre à venir et de troubles, alors que la dynastie est au fait de sa puissance. C'est le discours qui avait été tenu par les showrunners. Et pour cela, eh bien, l'Antiquité et son imaginaire, en particulier gréco-romain, n'est pas loin. Et on va donc commencer avec le premier élément qui saute assez rapidement aux yeux, l'âge d'or, la décadence et la chute d'un empire, qui est un motif littéraire. Donc ce motif sur la chute d'un grand État, d'une époque, d'un empire, est un motif littéraire qu'on retrouve assez régulièrement. Il y avait en 2018 une journée d'études qui avait été consacrée justement à la question, qui réunissait des spécialistes de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'époque contemporaine, qui étudiaient justement comment ce motif était mis en scène par les auteurs de ces différentes époques. Reste que ce motif tripartite spécifiquement, donc âge d'or, décadence et chute, est souvent associé à une époque romaine, une époque romaine antique, imaginée et réimaginée dans les fictions historiques, dans les arts. Je vous ai mis là donc sur le PowerPoint peut-être un des tableaux les plus connus de Thomas Couture, les Romains de la décadence. On a aussi le motif en fantasy, au premier rang desquels notre cher auteur George R.R. Martin, qui réinvestit ce motif dans les livres. Alors, ce motif de la décadence et sa popularité ne viennent vraiment pas de nulle part. On a un certain nombre d'auteurs classiques qui déplorent la décadence de leur temps, qui regrettent un passé idéalisé, qui parlent de perte de valeur, puisqu'il y a souvent un jugement moral qui est associé à cette décadence. Et sans faire de liste exhaustive, on peut citer l'auteur Salluste, qui est un des premiers à avoir mis en avant ce motif de décadence, qui a vécu pendant les guerres civiles romaines. On a aussi Tacite, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, ou Juvénal qui est peut-être le plus connu, puisque c'est de lui qu'on a cette fameuse phrase « panem et circenses », Juvénal qui est à peu près à la même période, donc 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. De tout cela découle une historiographie qui a et qui continue à marquer fortement nos imaginaires, et qu'on doit en particulier, notamment pour les anglo-saxons, à Édouard Gibbon, un auteur du XVIIIe siècle, qui a écrit un énorme volume sur l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Et c'est lui qui vraiment met en place ce motif tripartite, âge d'or, décadence, chute. Un motif qui aujourd'hui est totalement revu par les historiens. On est sorti de ce schéma-là, en particulier pour la fin de l'Empire romain. Mais cet imaginaire reste. Donc, en résumé, lorsqu'on veut évoquer une puissance en déclin, un monde qui se désagrège, en écho souvent avec ce qui se passe au moment où l'auteur écrit, réinvestit ce motif. Édouard Gibbon écrivait au XVIIIe siècle dans une époque de troubles pour le Royaume-Uni. C'est très souvent cet imaginaire, cette histoire romaine qu'on convoque. Et House of the Dragon réinvestit ce motif. Il le réinvestit à 2 reprises, en convoquant à chaque fois des images antiquisantes pour bien appuyer le propos et pour illustrer son origine. Le premier motif que l'on voit, première partie, c'est à propos de Valyria. Valyria qui est montrée comme un âge d'or. Alors on en parle dès le premier épisode, qui est l'origine de la maison Targaryen, qui est représentée dans toutes ses splendeurs avec cette maquette, cette immense maquette dont on a tous voulu une reproduction chez soi, mais qui quand même est assez grande, assez massive. Elle rappelle déjà, dans un premier temps, cette maquette qui avait été faite par Paul Bigot, 70 mètres carrés quand même, donc grand appartement, qui a été faite au début du XXe siècle et qui représente la Rome au IVe siècle après Jésus-Christ, à l'époque de Constantin. Et on va retrouver des éléments qui font romains et qui font antiques de manière générale, avec
le cirque, le Circus Maximus, qui est le cirque de Cirquemin. On a, alors je n'ai pas montré une photo pour tout, mais on a aussi un aqueduc, on a des arcs. On va aussi faire appel à d'autres antiquités. On a des formes pyramidales, notamment la structure principale, forme pyramidale. On va avoir aussi des bâtiments qui évoquent le mausolée d'Halicarnasse, en tout cas ses reconstitutions. Alors, ce sont des bâtiments qui sont remaniés avec des lignes épurées, donc on réinvestit ce motif-là. Mais en tout cas, le but a vraiment été de montrer Valyria dans ses splendeurs, de montrer une antiquité un petit peu immense, grande, qui là est vraiment une image de l'Antiquité qui a beaucoup été véhiculée par les péplums, cette antiquité immense, grande, glorieuse. Et le fait de montrer une Valyria antique est aussi un moyen d'appuyer l'ancienneté des origines des Targaryens et des Vélarions, comme ils se revendiquent. À noter qu'on a aussi une origine... Alors, voilà. On a aussi une origine orientale qui est soulignée par petites touches. Valyria, c'est à Essos, donc en Orient. Et on a quelques petites touches égyptianisantes qui sont montrées, notamment avec ce trône de Jaehaerys. On a aussi les chapiteaux des colonnes dans la salle du trône qui rappellent là complètement l'art nouveau ou l'art éclectique, et qui ajoute ces petites touches orientales. On a aussi, alors je n'ai pas fait non plus de liste, mais on a aussi des obélisques qui se baladent, notamment à Père-Dragon, un Père-Dragon qui avait été construit dans le lore de la série avant la fondation des 7 couronnes. Donc voilà, rappelez cet imaginaire. La chute de Valyria n'est pas détaillée. On sait juste qu'il y a eu un âge d'or, une décadence, une chute, donc ces 3 temporalités. Viserys évoque la chute qui se réduit au dragon, un orgueil en fait des Valyriens qui étaient fiers de la puissance que leur procuraient les dragons. Et le motif rappelle, ici, le motif de la chute en particulier, même s'il n'est pas détaillé, peut rappeler le mythe de l'Atlantide et de sa chute, que George Martin utilise lui-même pour sa propre Valyria, et peut évoquer aussi d'autres imaginaires antiques. On a tout un imaginaire de la catastrophe qui est associé à l'Antiquité de manière générale en fantasy. On pense tout de suite aussi à Numénor chez Tolkien. Une chose est sûre, Valyria, c'est fini. C'est un âge qui est révolu. Et la série le montre très bien en montrant ce crâne de Balerion, qui est la dernière créature à avoir vu Valyria avant ce fameux fléau. Et cette fin cause chez Viserys, spécifiquement chez Viserys, une nostalgie profonde, un sentiment déchirant d'âge d'or perdu. Il nous dit que la gloire de Valyria ne sera jamais égalée. Et alors ça, c'est un motif, cette idée de nostalgie et de perte d'une ville perdue, qui rappelle aussi une littérature antique qui est originaire d'abord de Mésopotamie avant de se diffuser dans d'autres ouvrages, notamment, on a des échos dans la Bible. Ce sont les lamentations, tout un récit alors ce sont des poèmes de lamentation sur la chute de la ville d'Ur, par exemple, où on va pleurer la destruction d'une ville et de ce qu'elle représentait. Valyria devient donc un héritage associé à Viserys, associé, mais alors complètement à sa caractérisation de personnage, à son être au plus profond de lui. Et d'ailleurs, la première apparition de la maquette qu'on a dans la série, c'est un moment de deuil et un moment de refuge. C'est quelque chose d'intime et de profond pour lui. Cette maquette, elle va grandir. Elle va grandir au fur et à mesure des épisodes. Elle va prendre de plus en plus de place jusqu'à envahir entièrement la pièce, symbolisant l'obsession de Viserys pour cet héritage, pour sa poursuite aussi, sa continuation. La maquette est d'ailleurs un élément mis en scène assez souvent. Les réalisateurs s'appuient énormément sur la maquette dans cette mise en scène. Ils la mettent au milieu, ça peut séparer des personnages, ça peut les rapprocher, etc. Et
elle est en particulier mise en avant dans toutes les scènes où il est question d'héritage, de poursuite de lignée et même d'histoire et de sa construction. Donc, l'ombre de Valyria plane vraiment sur la série, plane sur Viserys. Elle est aussi au générique. Donc, ce générique qui représente Valyria et la lignée Targaryen. Donc, cette maquette qui représente cette gloire de Valyria, elle finit abandonnée, elle finit recouverte de toiles d'araignée. Vous avez donc à l'écran la différence entre l'épisode 2 de House of the Dragon et l'épisode 8, donc 16 ans plus tard. Elle finit donc recouverte de ces toiles d'araignée. La lumière change, on est passé d'une lumière avec un soleil couchant, avec une lumière qui est froide, blanche. Et à ce moment-là, la maquette symbolise en fait et réunit ces deux moments de splendeur perdue, l'ancienne Valyria, mais aussi le règne targaryen. Et c'est le deuxième point à souligner, c'est que ce motif tripartite, âge d'or, décadence, chute, est aussi convoqué pour le règne targaryen, et il est également accompagné de motifs antiquisants. Alors, les showrunners ont voulu montrer la richesse et la grandeur de la famille Targaryen à cette époque. On le voit, alors déjà par les costumes et notamment les bijoux, qui sont beaucoup de bijoux en or, contrairement à Game of Thrones où on avait moins de bijoux, et notamment avec le personnage de Daenerys dont la couleur de bijoux était plutôt l'argent, alors que là on va avoir beaucoup plus d'or. Et la série va aussi chercher des motifs plus spécifiquement antiquisants qui ont cette aura de gloire passée et qui surtout permettent d'ancrer cet univers dans une période en décalage avec celle de Game of Thrones, une forme d'antiquité de Game of Thrones, même si c'est fait de façon légère, puisqu'il y a assez peu de choses qui changent dans les pratiques même des personnages, dans les bâtiments ou quoi que ce soit. On va convoquer une antiquité qui est directement reconnaissable, la première étant bien sûr cette lisse qui est clairement la reprise du Colisée, avec un mélange, mais alors là, complet entre l'époque médiévale, entre ce qui est raccroché à l'époque médiévale, j'ajoute, et ce qui est raccroché à l'époque antique, le Colisée. On a aussi alors, les piliers de la salle du trône qui sont repris de la colonne Trajane et de ses bas-reliefs, sur lesquels on ne s'attarde pas du tout. Il y avait une scène coupée qui montrait Viserys présenter justement les différentes époques du règne targaryen, mais ça a été coupé au montage. Bon, les Targaryens se servent de l'histoire comme élément de légitimité et l'affiche. Et on a ces fameuses peintures érotiques qui ont étonné beaucoup de gens et qui ont fait parler, qu'on trouve dans les appartements, donc dans des lieux privés, mais aussi dans des lieux beaucoup plus passants. On trouve dans l'escalier qu'on voit à l'intérieur du Donjon Rouge, avec un sujet et un style qui rappellent celui des peintures romaine, et en particulier de Pompéi. Et d'ailleurs, c'est la référence revendiquée par Jim Clay, qui est le chef décorateur sur House of the Dragon, qui parle justement de cet esprit de Pompéi. Alors, Pompéi, il n'y avait pas des peintures érotiques partout, c'était essentiellement dans les maisons closes, mais en tout cas, ça soulève un motif antiquisant bien connu qui associe Rome, l'érotisme, voire la pornographie, qui est héritée alors, de plein d'éléments, mais notamment des péplums aussi des années 70-80, et qui est repris dans les séries plus récentes, comme par exemple Rome ou Spartacus. De manière générale, c'est vrai que l'Antiquité est vue comme une période, on va dire, plus libérale, moins pudique, avec ce qui suit. Alors, il est vraiment très, très reçu, mais qui continue à marquer nos imaginaires. Et c'est d'ailleurs une chose qui a été revendiquée, alors c'est Ryan Condal qui en parle, que ce qui a été recherché avec ces peintures, c'est d'avoir quelque chose d'incongru et de différent, qui montre des mœurs assez différentes. Il est intéressant de noter que ces éléments qui marquent une antiquité reconnaissable sont dans le premier épisode, spécifiquement dans le premier épisode. Clairement, on pose le décor. On est
dans cette période un petit peu en décalage, avec une citation de Jim Clay qui dit que Game of Thrones avait une sensibilité plutôt d'Europe médiévale. Du coup, lui, il est plutôt allé chercher l'époque romaine et byzantine pour essayer de varier tout ça. Alors, juste petit point sur l'époque byzantine. Les empereurs byzantins ont pas mal revendiqué la continuation et l'héritage de l'Empire romain. D'ailleurs, l'Empire byzantin, son nom d'origine, c'est l'Empire romain d'Orient. Et donc, ça fait sens pour des Targaryennes et des Velaryons qui se placent comme descendants de Valyria de faire appel à cet imaginaire, alors avec un costume qui rappelle pas mal de mosaïques de l'époque byzantine et avec des éléments de l'architecture. Je ne vais pas avoir le temps de détailler. Alors, ces motifs antiquisants sont donc aussi là pour détailler, pour identifier ce schéma tripartite dont je parlais, avec un âge d'or qui serait incarné par le règne de Jaehaerys, qui parle de 60 ans de paix et de prospérité, une décadence amorcée au règne de Viserys et une première chute annoncée avec la danse des dragons. Alors, c'est pas un spoil, on sait que dès le départ, dès le prologue, l'ouverture de cette série, on sait qu'il va y avoir une guerre. Le prologue, d'ailleurs, met en parallèle la richesse du trône de Jaehaerys avec un cadre où on a un château en ruine complètement, une ruine qui est d'ailleurs causée par des dragons. Cruel ironie. La deuxième chute de cette dynastie étant Game of Thrones, on sait que les Targaryens ont été chassés du trône au début de Game of Thrones. Alors, il y a deux images antiquisantes, des images d'Épinal, même romanisantes, qui servent à illustrer cette décadence. Pour le coup, l'imaginaire appelé est classique, mais il est repris et réajusté avec ces éléments de scène érotique qui, alors, Ryan Condal parle plus, lui, d'un décalage de mœurs, mais Jim Clay, le designer, donc le chef décorateur, lui a clairement pensé à ça pour mettre une ambiance de décadence. On peut aussi penser à la scène d'orgie dans le bordel du premier épisode avec, alors j'ai pas réussi à trouver d'image, mais on a dans le fond des peintures aussi érotiques qui sont un peu différentes de celles-ci, mais qui rappellent Pompéi. Et là, on est vraiment dans la droite lignée de Game of Thrones, où dans les bordels aussi, on avait cette convocation de Game of Thrones. Alors juste un petit point sur un élément qu'on a beaucoup dans les séries antiquisantes, de fiction antiquisante, et qui sont souvent mises en scène comme très négatives et très sales, c'est l'inceste. Le motif de l'inceste, dans, par exemple, la série avec Claudius, dans Gladiator, Rome ou la série plus récente Domina, c'est vraiment montré comme quelque chose de sale, de négatif. Ce qui n'est pas le cas dans Game of Thrones, dans House of the Dragon, pas vraiment. Au grand pire, c'est sulfureux, un peu malaisant, mais alors dans la deuxième partie de la série, c'est totalement évacué des considérations et ça fait beaucoup discuter. Deuxième élément peut-être plus évident, les combats de gladiateurs et surtout leur violence. Donc là, je fais référence à la joute du premier épisode. On a vu qu'elle se passait dans un colisée. Viserys prononce l'ouverture des jeux games, c'est le nom qu'il cite, qui alors là, renvoie clairement à ce que font les fictions antiquisantes. C'est ce qu'on a dans Gladiator, c'est ce qu'on a aussi dans Hunger Games, parce qu'Hunger Games reprend beaucoup cet imaginaire des jeux de gladiateurs romains. Il y avait une joute dans Game of Thrones avec un mort, mais cette mort était présentée comme accidentelle, ce qui n'est pas du tout le cas dans House of the Dragon, où on a l'impression que c'est même attendu par la foule qui crie « Kill him ». Et d'ailleurs, Ryan Condal évoque cette reprise, ce motif-là qui précisément est repris pour à la fois ce qu'il pense être et pour l'imaginaire qu'il convoque. Alors, les combats de gladiateurs n'étaient pas sanglants comme ça, le but n'était pas de tuer, mais plutôt de vaincre. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. Reste que c'est l'image qu'on a. Et je vois, alors, deux éléments qu'on a derrière. Alors déjà, ça montre un lâcher-prise total du roi sur son règne. Un roi qui, alors,
pour une fois, ne reprend pas les codes du tyran traditionnellement associés au combat de gladiateurs. On pense à Gladiateur et à Commode, hein. Contrairement à son fiston qui en a quelques échos. Mais là, on a plutôt un roi Viserys qui va renouer avec des accusations d'oisiveté, de divertissement, que Juvénal évoquait, hein, dans ses récits, où il disait que, en gros, les citoyens se détournent de leurs tâches politiques pour aller plutôt vers un divertissement, une débauche, etc. Et on voit à plusieurs reprises Viserys se détourner des questions de guerre et de gestion de son royaume pour aller plutôt en tournoi, enfin pour évoquer le tournoi ou à la chasse. Le deuxième élément que je vois, c'est que la scène est montée donc en parallèle avec la mort atroce de Aemma Arryn, et la violence de ce qu'elle subit est vraiment renforcée, alors par le visuel, mais aussi par cet imaginaire convoqué, un imaginaire dans lequel je vois une notion de mise à mort pure et simple qu'on a avec les combats de gladiateurs. Et vous avez ici, donc je vous montre c'est un panneau des coulisses de la série, en particulier 2 tableaux qui sont ceux-ci, qui sont 2 tableaux alors très classiques dans cet imaginaire romain romanisant, qui montrent cette idée de mise à mort un petit peu. C'est ce qui arrive à Aemma, à qui on ne laisse absolument pas le choix, qui ne possède même pas son corps, sa décision, qu'on met tout simplement. Bref, tout ça pour dire qu'on a cet imaginaire romain autour de la décadence qui est repris, réinvesti, remanié, alors plus tourné cette fois-ci sur la dénonciation du patriarcat et de sa violence, hein, c'est le propos qui est vraiment mis en avant par les showrunners. Et c'est un motif tripartite qui est aussi doublé d'une dimension tragique. Alors, les showrunners sont allés puiser dans ce genre littéraire et surtout son imaginaire pour souligner l'inéluctabilité de la chute de la maison Targaryen. Alors, je ne vais pas revenir sur Shakespeare, hein, c'est plutôt lui qui est convoqué et qui de toute façon marque le plus l'imaginaire que le public connu, que les showrunners connaissent. Mais on a quand même une antiquité, une tragédie grecque qui est évoquée par Ryan Condal, encore lui, avec quelques motifs narratifs, effectivement, principalement associés au personnage de Viserys. Alors, comme les tragédies grecques, on s'intéresse à une famille particulière. Ce sont les Labdacides, par exemple, pour Sophocle, donc la famille de Oedipe. Ce sont les Targaryens qui cultivent justement ce côté un petit peu exceptionnel, genre on se rapproche de Dieu, enfin des divinités. Et dans une tragédie, l'élément essentiel, c'est que le protagoniste commet une faute, commet un crime. C'est un crime, c'est une faute qui va le condamner, qui le condamne et qui conduit à sa chute inéluctable et nécessaire, hein, c'est ce que nous dit Aristote. On pense à Oedipe, hein, son parricide et son inceste, même si la faute ne se situe pas forcément là, mais aussi dans le fait que ses parents ont conçu un enfant mâle en dépit d'un oracle qui mettait en garde les parents. Bon, alors, je vois, moi, cette idée de faute originale avec la mort de Aemma, justement. Hein, donc, on a vu la violence qui était associée à ça, mais c'est vraiment de cet élément-là, de cette décision, hein, prise par Viserys, qui sacrifie sa femme pour un héritier mâle, pour tenter d'avoir un héritier mâle, parce que c'est ce qui est attendu dans cet univers, il le veut en tout cas à tout prix. C'est vraiment ce qui va causer ensuite une succession de décisions plus ou moins bonnes, on va dire plutôt mauvaises, merci Viserys, qui aboutit en fait à la chute à la fois personnelle et morale de Viserys, ainsi que celle de sa maison. Autre élément qui est emprunté aux tragédies grecques et à ces motifs-là, alors souvent le crime justement en question, il est porteur c'est un crime d'hubris. Alors l'hubris, c'est une notion grecque pour désigner l'orgueil démesuré, les excès de pouvoir et les comportements excessifs et violents qui en découlent, et un orgueil qui est bien présent, hein, dans House of the Dragon, notamment avec tout ce qui tourne autour du contrôle des dragons. Hein, Viserys évoquait les dragons comme étant une force qu'il aurait fallu laisser en paix, et avec cette idée que les dragons, en fait, on ne les contrôle pas.
Alors, Viserys, pour une fois, on aurait dû l'écouter, puisque c'est l'élément qui va définitivement déclencher la guerre, qui est donc cette perte de contrôle des dragons dans le dernier épisode, avec Vhagar qui va venir croquer Arrax. Viserys nous mettait en garde en disant que les dragons avaient condamné Valyria. Eh bien, l'histoire là se répète. Et alors, élément intéressant aussi, c'est que Viserys nous avait dit, enfin en tout cas avait évoqué ça devant Rhaenyra, pour se prémunir de ce crime d'orgueil. C'était une scène qui s'était déroulée devant le crâne de Balerion, en reproduisant ici le motif de Memento Mori. Alors, qui est un motif, la phrase en elle-même, on pense qu'elle vient plus de l'époque médiévale, mais qui est un motif qu'on avait à l'Antiquité, en tout cas cette idée au fait de sa gloire, se rappeler qu'on est mortel, qu'on avait au moment des triomphes des généraux romains, qu'on retrouve dans certaines mosaïques à Rome, et notamment la mosaïque que vous avez là, qui est celle qui est dans le générique de la série Rome. Bref, dans la série, Viserys fait appel à l'histoire devant le crâne de Balerion pour bien dire que les Targaryens ne sont pas des dieux, que le contrôle des dragons n'est pas absolu et que oui, les dragons peuvent mourir. On aurait effectivement mieux fait de l'écouter. Dernier élément associé à la tragédie, en tout cas à son imaginaire, c'est le fait de réutiliser une prophétie, un oracle qui montre l'aspect inéluctable que les créateurs ont voulu créer. Alors, les prophéties de House of the Dragon n'ont ni la place ni les enjeux des oracles des tragédies grecques, mais on a cette idée il y a une prophétie et c'est elle qui va prendre une place très importante. Et la prophétie en particulier d'Aegon dans House of the Dragon, qui est complètement absente des livres, est ici assez présente. Elle est régulièrement rappelée, elle est au cœur des motivations de Viserys, elle est elle va être convoquée aussi par les personnages, alors féminins en particulier, intéressant de le noter, donc ces personnages féminins qui la convoquent pour motiver leur positionnement. On a aussi le personnage de Elaena Targaryen. On pourrait un peu plus développer là-dessus. Cependant, si les prophéties sont là et si on a pas mal d'éléments qui rappellent les tragédies grecques, on reste dans une série, on va dire, à échelle humaine, avec des intrigues, des complots et des éléments qui tissent et qui finissent, eux, par enfermer les personnages. Et d'ailleurs, on le voit très bien, cette articulation entre prophéties, donc éléments tirés d'une tragédie, et des complots et intrigues politiques, avec Alicent qui, en fait, s'appuie sur une mauvaise compréhension de la prophétie que lui raconte Viserys pour participer à ce coup d'État. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, le complot est déjà bien ourdi, et que Alicent s'appuie probablement dessus plus comme un prétexte, plus ou moins conscient, on ne sait pas trop. Et alors, dernier donc élément, qui est plus une partie en cours de réflexion, et justement, ça m'intéressera d'avoir vos avis là-dessus. House of the Dragon, c'est une série qui s'intéresse à la dynamique du pouvoir et du genre, qui puise dans l'histoire. Et donc, à ce titre, c'est intéressant de l'étudier à travers le prisme des fictions antiquisantes qui se trouvent dans un registre proche, donc c'est-à-dire qui mêle histoire familiale et intrigue politique. Alors, l'Antiquité n'a pas le monopole de ces intrigues-là, de ces éléments-là, mais c'est vrai que Ryan Condal, par exemple, évoquait l'époque des Julio-Claudiens comme étant une époque sur laquelle il s'est appuyé et sur laquelle il a voulu modeler un petit peu ses personnages. Je n'ai pas la citation, c'est sur le site de la Garde de Nuit. Voilà. 2 secondes. Hop. Voilà, j'avais perdu une partie de mes feuilles. Difficile. Et donc, on a ces motifs. On peut avoir quelques motifs antiquisants. Et on a aussi des motifs qui sont hérités de l'imaginaire antique de manière générale,
qu'on peut revoir dans House of the Dragon. Alors, je vais plus particulièrement me pencher, et assez rapidement, sur le personnage de Alicent, donc qu'on vient de quitter. Alors, Alicent, dont la coiffure et la parure, en tout cas les boucles d'oreilles, me rappellent la façon dont les femmes romaines sont mises en scène, alors pas de façon historique, comme vous avez ici, mais plutôt la façon dont elles ont été mises en scène dans plusieurs fictions antiquisantes. Alors, c'est pas revendiqué, j'ai pas trouvé de déclaration des costumiers, enfin pas des costumiers, mais de la coiffeuse, justement pour savoir si ça avait été précisément pris sur ces modèles-là ou pas, donc ça reste spéculatif. Mais je trouve qu'elle incarne, Alicent, deux motifs associés aux femmes romaines, et de façon, alors à la fois, elle va reprendre des éléments qu'on a classiquement dans ces fictions antiquisantes, tout en les remaniant, les remodelant, et c'est intéressant de faire le comparatif pour voir justement ces motifs qui ont évolué. Le premier qu'elle incarne, c'est celui de la matrone romaine, donc la matrone qui est ce modèle de femme idéalisée qui avait été mis en avant par la propagande augustéenne. La matrone, donc, c'est donc l'épouse, et la matrone, c'est surtout la mère. La mère qui fait beaucoup d'enfants, dont c'est le devoir de donner les enfants justement à son mari. Et c'est un rôle qui est réservé à Aemma d'abord, et à Alicent ensuite. Alicent qui, dès l'épisode 3, est enceinte, a un bébé, qui, dans l'épisode 4, est aussi montré avec un bébé. Et dans sa jeunesse en particulier, c'est clairement montré comme quelque chose qu'elle a subi. C'est quelque chose de peu enviable. Alicent est complètement prisonnière de ce système-là, contrairement au modèle romain, donc. Et c'est quelque chose qu'on a aussi, qui est traité par la série Domina, donc la plus récente, où on a aussi cette idée des femmes romaines qui doivent faire leurs devoirs, et dans laquelle la maternité des matrones romaines est clairement quelque chose qui est subi, qui n'est pas du tout joyeux. On voit la colère, on voit l'épuisement, on voit la souffrance et la mort qui est associée à la maternité. Donc, à rebours de ce que ce motif de matrone, l'objectif de la matrone était à l'origine. Alors, je ne pense pas que Domina ait influé House of the Dragon, puisque la série est sortie au moment où House of the Dragon commence à être tournée, mais c'est intéressant justement de voir cette évolution de comment la femme et la maternité et ses grossesses sont représentées à l'écran. La matrone se doit aussi d'être chaste, vertueuse, aimante, pudique, qui prend soin de son mari. Coucou Alicent, qui quand même a pris soin jusqu'au bout de Viserys, même avec l'état dans lequel il était. Et ce qui est intéressant, c'est que cette image de vertu, cette image de rigueur morale, est quelque chose dont Alicent finit par s'emparer. C'est quelque chose à laquelle elle est assignée dans la première partie, mais elle s'en empare dans la deuxième partie, alors de façon plus ou moins aveugle, puisque quand on regarde derrière, on pourrait redire des éléments, mais elle s'en fait une armure. C'est quelque chose qu'elle présente, et pour incarner cette rigueur morale, les showrunners l'ont beaucoup associée à la religion, en particulier à la religion des Seth, qui est une forme de catholicisme de fantasy. Bon, Alicent, voilà, elle est associée à ces idées un petit peu, on va dire, vues comme conservatrice. Elle est associée à cette idée de devoir et de sacrifice. Ce qui est intéressant, c'est que dans la série I, Claudius, donc la première série la plus ancienne, qui est alors grande référence de George Martin et vue par les showrunners, une femme qui va sortir de ce rôle de matrone qui lui a signé est clairement une image qui est négative. Alicent, c'est alors pas complètement l'inverse, mais c'est parce qu'elle est enfermée dans ce cadre-là et qu'elle n'en sort pas, qu'elle est dans sa tour, comme le dit Rhaenys, qu'elle est vue, alors pas complètement comme négative, mais d'abord comme victime, en tout cas comme un modèle à ne pas suivre. L'autre image, la deuxième image, et je finis très rapidement, qui est véhiculée, qui est associée à la femme romaine, c'est l'intrigue. Les femmes romaines, contrairement aux femmes grecques, par exemple, si on veut faire un comparatif, est une femme intrigante. Ça, c'est une image qui est pas mal véhiculée par les fictions contemporaines. Alors, elle est intrigante en politique ou dans la sphère familiale, en fonction des séries. Dans I, Claudius, donc cette première série, la femme qui touche au pouvoir, pour elle-même ou pour ses proches, et une figure qui est plutôt négative, qui est en même temps mauvaise mère, elle empoisonne, elle manipule, etc. C'est le cas de
Livia et de Messaline. Et j'ai vraiment l'impression, alors c'est pas spécifique aux fictions antiques, hein, mais que cette association entre une femme qui voudrait le pouvoir pour elle-même ou pour ses proches, une femme comme ça qui voudrait pour elle-même est négatif. Et dans House of the Dragon, comme dans Domina, en fait, on va donner une motivation un peu supérieure à ces femmes-là pour qu'elles recherchent le pouvoir. Rhaenyra a la prophétie et le serment fait à son père. Alicent s'appuie aussi sur la prophétie ou sur la défense de ses enfants pour motiver ses actions. C'est aussi le cas dans la série Domina où le personnage de Livia en fait, a fait un serment à son père et cherche le pouvoir pour accomplir ce qu'elle a promis, même si pour le coup le personnage de Livia est un petit peu plus ambigu. Deuxième élément donc associé à la femme romaine intrigante, là je vais plutôt m'appuyer sur la série Rome. Alors dans la série Rome, les femmes sont très peu dans la sphère politique. Elles le sont essentiellement par le biais du mariage. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a de commun à ces 3 séries-là, enfin 4 du coup avec House of the Dragon, que le mariage est purement un élément politique. Mais en dehors de ça, dans Rome, les femmes, elles se limitent aux intrigues de la sphère familiale. Et ça va souvent être femme contre femme, avec des décisions qui sont motivées par la jalousie ou la vengeance, un motif qui est assez récurrent. On a un héritage de ça avec le personnage de Scribonia dans Domina, même si pour le coup, Domina propose plusieurs motifs différents, plusieurs femmes différentes. Et je trouve qu'on a aussi un peu ça dans Alicent. Alors même si le personnage est vraiment complexifié par plein d'autres éléments, plein d'autres décisions, son changement d'attitude envers Rhaenyra et la haine qu'elle continue à avoir envers elle sont en grande partie motivés par des sentiments, sentiments de trahison ou de jalousie. Donc voilà, on voit que ces motifs qu'on voit dans les fictions antiquisantes et qui ont fortement marqué sont repris consciemment ou inconsciemment, remaniés, et on voit quand même une évolution. Dans Domina et House of the Dragon, on voit quand même des femmes qui sont plus dans les actions politiques et qui réfléchissent justement à leurs conditions de femmes. Elles ont un discours dessus. On montre aussi dans ces 2 séries les viols conjugaux, donc la réalité derrière le mariage de cette époque-là, les viols aujourd'hui qu'on qualifie de viols conjugaux. Et ces sujets-là sont explicitement mis sur la table et traités. Donc, motifs qui sont repris, remaniés, remis au goût du jour. Donc, on voit ces évolutions. Alors, en conclusion, puisque j'ai été déjà trop longue, donc House of the Dragon se sert de l'Antiquité pour construire son monde et son univers. Les motifs antiques sont plutôt en marge pour les décors, mais justement parce qu'ils sont en marge, puisque ce n'est pas le cœur du sujet, on va faire appel à des motifs qui sont vraiment extrêmement reconnaissables. On convoque les symboliques de l'Antiquité et on convoque cette Antiquité reconnaissable par tous, justement pour être efficace. Donc, ça va être le Colisée, ça va être les colonnes, Trajan, etc. Avec des motifs antiques qui pèsent, qui sont en marge, mais qui pèsent quand même. Les showrunners se servent aussi de certains motifs antiques qu'on a dans la culture populaire de façon plus ou moins modifiée par rapport à ce que c'était dans l'Antiquité pour construire une structure narrative, notamment autour de cette idée de destruction d'un monde, qui là aussi fait probablement écho avec notre monde actuel. Et dernier point, on voit bien, mais alors ça c'est commun à la plupart des fictions qui convoquent l'Antiquité, c'est que cette Antiquité, elle est vraiment revue au prisme de fiction, en particulier contemporaine, mais il y a tout un imaginaire qui s'est construit autour de ces motifs antiques et qu'on a là présenté dans House of the Dragon. Et je vous remercie pour votre attention. Je remets le micro pour que tu entendes un peu les applaudissements. Merci. Merci beaucoup Aurélie. Voilà, les applaudissements virtuels apparaissent petit à petit. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Alors effectivement, très riche, mais
je pense que tu as bien montré aussi que tu commences à tirer plein de fils qui probablement vont se développer sur les prochaines saisons. Et que, voilà, je pense qu'il y a de la matière pour faire pas mal de choses sur Voilà. le sujet. Alors, moi, j'ai plusieurs petites questions, mais je vais peut-être d'abord céder la parole si nos autres intervenants ou le public a des questions. J'en profite pour remercier Florian qui nous fait voilà, on est sur un séminaire 2.0 et très enrichi, puisque à mesure que tu faisais référence, Aurélie, à plein d'éléments, Florian renvoyait dans le chat à des articles Waouh, de super. la garde de nuit, notamment. Donc voilà, c'est... Ah, génial. Très bien. Voilà, normalement, effectivement, dans le chat, vous devez pouvoir retrouver la quasi-totalité des références biblio-critiques qu'a cité Aurélie. En Merci. t'écoutant, je me suis dit, dans tout ton développement sur la maquette, que évidemment, il y avait l'Antiquité, bien sûr, avec la figure même de la ville, mais aussi avec la couleur. On est vraiment dans l'Antiquité blanche. Alors, j'avais mis, du coup, j'ai enlevé parce que manque de temps, mais le même qu'on voit circuler sur Twitter avec l'image médiévale, ah bah tiens, on va repeindre au Moyen-Âge et Oui. on a ça, on a la même pour l'Antiquité avec l'Antiquité, justement une imaginée blanche et Ouais. complètement. Alors, un peu moins dans les fictions contemporaines, par exemple la série Rome ou Domina, on a des murs qui sont beaucoup plus peints. Mais c'est vrai que oui, complètement. Oui, là, c'était. Et Antiquité blanche, et tu le dis, effectivement, en fait, à part ce trône égyptien là, de Jaëharis, en fait, la seule antiquité qu'il y a, c'est une antiquité gréco-romaine. Oui. Il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas de Mésopotamie, il n'y a pas Très d'autres peu. univers. On est vraiment dans l'antiquité européenne. Je trouve ça intéressant. J'avais tes réflexions, enfin, avec vos réflexions en tête dans votre livre avec Thierry, c'était un peu plus varié à Essos, alors que là, on est vraiment dans de l'antiquité gréco-romaine. Et l'autre remarque que je me faisais, c'est toute la fin, là, quand tu suggères de passer par les autres fictions historisantes, enfin, toutes les autres fictions historiques, notamment avec cette image là, de la femme romaine intrigante dans les complots. Alors, effectivement, je pense que l'un des fils, c'est clairement Rome, mais l'autre fil, c'est Byzance aussi. Et je pense qu'il faudrait aussi aller voir dans toutes les fictions historiques de Byzance, tu sais, tous ces romans-là du début du 19e siècle, sur le mode intrigue au sérail, voilà, exactement, sur Théodora. Il y en a eu beaucoup, en fait, de ce côté vraiment intrigue au sérail, de complot entre des eunuques, des impératrices ambitieuses, où on aveugle des gens, et c'est pas un hasard, on va retrouver le motif de l'aveuglement dans la série avec Aymond, etc. Et en fait, il y en a eu beaucoup de ces romans qui mêlent aussi des gros clichés orientalistes, évidemment, sur Byzance. Et là, je pense qu'à mon avis, ça puise aussi beaucoup là-dedans. Ouais. En fait, évidemment, comme d'habitude, c'est des millefeuilles parce que ces romans eux-mêmes puisent dans l'imaginaire antique de Messaline, etc. Donc, c'est par strates. Mais là, effectivement, en regardant la série, souvent, je me suis dit, c'est vraiment l'imaginaire de la cour dégénérée de Byzance, dans lequel tout le monde s'empoisonne, tout le monde s'assassine. D'ailleurs, il y a des rumeurs de poison tout de suite. Dès que le roi crève de sa maladie, tout le monde dit peut-être qu'on l'a empoisonné, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup pensé à l'imaginaire 19e siècle de Byzance, en fait. Bah, ça m'a aussi beaucoup fait penser à Claudius, qui est... Alors, Martine en fait l'éloge, mais au moins une fois par an sur son blog de cette série. Et clairement, je pense qu'il a dû obliger tout le monde à la regarder, Reine Kandal. Et d'ailleurs, en fait, ils avaient pensé à un moment donné faire une narration un petit peu à la Claudius, avec un narrateur, etc. On a un petit peu cette idée avec Rhaenyra qui ouvre d'ailleurs le Conseil de 101. Donc, il raconterait l'histoire de sa famille, un petit peu comme l'empereur Claude le fait dans la série Claudius, puisque c'est une biographie fictive que fait Claude. Mais ils ont été abandonnés et on a aussi effectivement cette idée du poignard et du poison qu'on a dans House of the Dragon avec ça. Mais oui, j'avoue que je connais beaucoup moins Byzance pour manque de temps, etc. Mais ouais, je regarderai. Du coup, merci. A-t-on une dernière question? On aura aussi du temps après la table ronde pour pouvoir continuer à échanger. N'hésitez pas à vous manifester ou à ajouter dans le chat, bien entendu. J'en profite. Si les gens n'osent pas. Moi, j'aurais bien voulu avoir ton avis par rapport à ce que tu disais. Alors, sur la maquette, effectivement, c'est pareil. C'est un motif qui m'intrigue énormément. Et la façon dont ça a été utilisé, et tu as bien montré
toute cette symbolique sur la construction. Mais j'aimerais revenir sur un autre élément de décor et que tu as bien décrit aussi, ces fameuses tapisseries érotiques. Alors, peinture. Peinture, oui, pardon, Ouais, voilà. Peinture qui, alors j'allais dire m'ont choqué, qui pas m'ont choqué pour leur motif en soi, parce que surtout quand on est habitué à l'univers de Game of Thrones, on n'est plus à ça près. Mais ce qui m'a déstabilisée, et là tu l'as bien montré, c'est que c'est des images associées aux maisons closes, associées à des lieux justement de débauche. Et là, on va les retrouver associées à la chambre d'Alicent, qui au contraire est un personnage qui paraît très, alors surtout au début, très passif, très en retrait, très prude aussi par rapport à Rhaenyra qui, elle, va s'est construite en opposition, qui va, elle, prendre un peu plus en main sa sexualité aussi. Et du coup, j'aimerais savoir comment tu interprètes cette façon d'utiliser ces images très connotées et très explicites aussi, à ce personnage qui, paradoxalement, a une sexualité plus subie aussi. Bah, comment dire, il y a clairement le côté, la chambre qu'ils lui ont redonnée, c'est exactement celle de Aemma. Et je trouve que ça participe au côté vraiment très glauque et d'enfermement d'une Alicent qui, au début, essaye de rentrer dans son rôle et elle essaye d'y mettre du sien. Les tenues qu'elle porte sont aux couleurs des Targaryens, rouge et noir, par exemple. Donc, voilà, elle essaye de s'y conformer et à partir du moment où elle s'affirme, elle essaye d'imposer elle-même sa propre marque. Ses peintures disparaissent. Dans l'épisode, c'est dans le 6, exactement. Alors, je ne l'ai pas montré là, mais en fait, elle a fait changer ces peintures-là, ce qui fait qu'à la toute fin, donc dans l'épisode 8, le seul endroit où ces peintures restent, c'est la chambre de Viserys. C'est là où il y a la maquette, c'est en fait là où il y a les derniers reliquats vraiment de cette époque passée qui commence à partir avec Viserys. Donc, je les vois vraiment comme un élément pour renforcer ce côté malaise et enfermement d'Alicent et un élément aussi par lequel ils vont montrer qu'Alicent, voilà, elle reprend la main et elle s'affirme beaucoup plus en les faisant claquemurer, changer ou voilà. D'accord, effectivement, ouais, c'est encore une fois une lutte de pouvoir et une façon de s'affirmer pour le personnage, alors que paradoxalement, on a une scène peut-être beaucoup plus, on va dire, déstabilisante avec ces histoires de pieds dans les derniers épisodes où là, voilà, mais c'est intéressant aussi de voir comment le personnage se construit par rapport à cet environnement qui s'impose à elle et qu'elle essaye de renverser pour pouvoir y trouver sa place. Et je pense que voilà, on a quand même des beaux personnages qui ont été donc elle construits. essaye de prendre parti avec ce côté. Vraiment, Alicent, c'est elle essaye avec les outils qu'elle a de s'en sortir. Avec un personnage qui reste ambigu comme pas mal d'autres. Et ouais, c'est un personnage que je trouve très, très intéressant. Et par contre, s'il y avait un conseil donné, qu'elle fasse attention à son entourage quand même. Parce que genre les deux mecs les plus toxiques de la cour sont ses appuis. Donc, Alors, ça vaut pour tout le monde. Voilà, c'est les leçons qu'on peut tirer de House of the Dragon. Plutôt que make incest cool again, tirons plutôt des enseignements comme ça. Merci beaucoup, Aurélie. On pourra échanger de nouveau après au moment de la table ronde. Je